Le monde est en transition. Et vous, salariés, cadres ou dirigeants, découvrez IMTBS Executive Education. Des programmes de formation pour permettre aux entreprises et aux administrations d'affronter les nouveaux enjeux numériques, éthiques et sociétaux. Alors vous aussi, devenez acteurs du changement. IMTBS Executive Education, les compétences clés pour un monde numérique responsable. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous aujourd'hui pour cette présentation de la formation Défis comportementaux du nouveau manager, une nouvelle formation portée par l'Institut Mines Telecom Business School. Je suis Larbit Toyer, directeur de l'Executive Education. J'ai la chance d'avoir avec moi aujourd'hui Nicolas Lemoine et Laurent Camus, directeur de programme. Nicolas est consultant formateur, professeur en grande école, et Laurent, consultant formateur en management international. Permettez-moi d'abord de vous présenter le déroulé de ce webcast. On aura une demi-heure pour vous présenter vos managers pendant 30 minutes. Ensuite, s'en suivra un temps d'échange de 15 minutes. Je vous invite d'ores et déjà à poser toutes les questions sur le chat. Nos modérateurs nous les remonteront pour alimenter la session et on continuera à prendre des questions et même au-delà de la prestation. L'Institut Mines Telecom Business School, donc c'est une grande école de commerce française rattachée à l'Institut Mines Telecom. On est aujourd'hui placé dans le champ des grandes écoles avec pour mission de faire de chaque talent individuel un acteur clé des transitions et des transformations collectives pour un monde plus responsable. Nous sommes la Business School de l'Institut Mines Telecom, qui est l'institut qui regroupe aujourd'hui, l'institut public qui regroupe le plus aujourd'hui d'écoles d'ingénieurs et de management. On a la chance de côtoyer régulièrement donc nos écoles dites sœurs dans le cadre de cette institution. C'est très vite sur les transformations numériques, managériales, sociétales que nous traversons. D'avoir une double culture manager-ingénieur grâce notamment à une proximité avec Télécom Sud Paris, une école implantée sur le même campus que nous à Évry. Et enfin, nous sommes une école publique à taille humaine, socialement inclusive, et ce sont des parties, en tout cas des valeurs et des partis pris forts dans la création de nos programmes. Nous sommes reconnus à l'échelle nationale comme internationale, donc comme une business school. On est la première école de management française pour la valeur ajoutée en 2023 par le Financial Times. Nous sommes également la première business school française en 2022 dans le classement du Times Higher Education THE Impact. Et ce sont deux classements qui sont importants à nos yeux, puisqu'en effet, portés par l'élévation des compétences, il nous semble opportun aujourd'hui et important de les mettre en avant quand on parle de compétences, notamment les compétences managériales qu'on va adresser. Et notre ambition est d'être une école créatrice d'impact et une école de l'intelligence digitale au service du bien commun. Suivante, s'il vous plaît. On a aujourd'hui, au regard des transitions que l'on traverse, au regard des transitions qu'elles soient écologiques, industrielles, numériques, managériales, nous avons de nombreux défis auxquels nous devons faire face. Il va de soi, et quand on regarde les tensions sur le marché, que de plus en plus les profils techniques, que ce soit des techniciens spécialistes métiers, des consultants techniques, des ingénieurs, que ces personnes occupent une place incontournable en tant qu'acteurs de ces transitions. Et pour autant, 3, 4, 5 ans après leur prise de poste, ces personnes se retrouvent propulsées, managers, catapultées managers, on prendra le terme qu'il convient d'utiliser dans chaque entreprise, chaque organisation. Et pour autant, on ne naît pas manager. On le devient, on l'apprend et surtout, on se forme. Il existe une offre assez importante sur le marché, nous en avons conscience. Et nous, en tant que Business School de l'IMT, nous avons voulu créer un programme qui répond aux défis comportementaux du nouveau manager. On aurait pu dire du manager nouveau, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne manage pas comme on manageait il y a 10 ans, voire même il y a 5 ans, quand on voit tout ce qui s'est passé depuis la crise Covid et les crises qui se sont succédées. Nous avons été animés par l'objectif d'identifier les points forts d'une organisation publique et privée, de discuter et d'identifier les modes de management appropriés, d'être capable de travailler la dimension de la communication auprès des équipes sur les enjeux des transformations en cours, d'être capable d'accompagner les apprenants pour construire des plans de développement et de motiver les équipes. Nous avons considéré qu'il fallait partir sur un panel assez large quand on s'adresse à des managers, qu'ils soient en management hiérarchique ou manager transversal. Donc, on a décidé de viser les primo-managers ou même
des managers experts. On est parti sur des projets de chefs de produit, avec l'ambition de travailler l'élévation de compétences autour de 3 axes: la capacité à contribuer à la transformation en contexte professionnel, la capacité à développer une culture managériale et organisationnelle, et enfin, accompagner les comportements et les postures au travail. Pour ce faire, nous avons donc designé un programme, sur la slide suivante s'il vous plaît, de manière modulaire, avec 3 modules, en 3 fois 3 jours, qui va s'afficher. Donc, un module centré sur moi manager, un module centré sur le moi et mon équipe, et enfin, un module sur moi, mon équipe et mon environnement. Nous nous sommes basés sur des compétences reconnues par France Compétences, dans le cadre d'une fiche nationale qui est Management de l'innovation, pour qu'à la fin, on puisse garantir l'acquisition de compétences et apporter une certaine légitimité et assurance à cette formation, qui se suivra donc en 3 fois 3 jours, une formation en 9 jours, avec des modalités pédagogiques variées, avec comme prérequis une expérience professionnelle de plus de 3 ans, au minimum 3 ans, pour pouvoir la rendre la plus concrète possible, cette formation. Et pour aller plus dans le détail, je vais donc passer la parole à Nicolas Lemoine et Laurent Camus, leur demander, messieurs, de se présenter. Donc, je vous invite à vous présenter, vous, votre parcours assez riche, qui nous a conduit à vous choisir pour construire cette formation, et aussi nous expliquer un peu vos partis pris pour que les participantes comprennent comment a été construite cette formation et ce qui fait que cette formation est un peu différente des autres. La parole est à vous. Bah là, Larbi, on est parti pour 3/4 d'heure de présentation. Ça va être très très long. Donc, je suis Nicolas Lemoine. Comme l'a dit Larbi, j'enseigne dans des grandes écoles et aussi directement en entreprise. J'ai un passé un petit peu étrange. J'ai d'abord 30 ans d'expérience dans la tech et plus particulièrement dans les télécoms et le digital. Et puis, j'ai changé d'orientation pour me consacrer à l'executive education, d'abord en rejoignant une autre business school prestigieuse qui s'appelle HEC Paris, dont j'ai dirigé le département executive education pendant quelques années. Et puis ensuite, je suis devenu start-upper et j'ai créé ma propre activité et j'interviens donc pour l'Institut Mines Télécom avec laquelle je travaille depuis très longtemps. Je complète cette présentation en vous disant que je suis aussi coach professionnel selon les préceptes de l'International Coaching Federation et du RNCP puisque j'ai une maîtrise de coaching. Laurent, je te passe la parole. Je suis Laurent Camus, je suis ingénieur de formation. Ma carrière est un petit peu atypique aussi parce que j'ai fait 25 ans dans la technique et 12 ans dans les ressources humaines. En fait, j'ai commencé ma carrière dans une grande entreprise internationale qui s'appelle Safran. Et ensuite, j'ai continué chez Thales, chez MBDA, donc des grandes entreprises internationales. Donc d'abord dans la sphère technique, à différents niveaux de responsabilité, jusqu'au rôle de directeur d'une ingénierie chez MBDA. J'ai eu une petite période où je me suis intéressé à l'innovation et j'ai été directeur de l'innovation et du knowledge management. Et dans la dernière partie de ma carrière, je me suis retrouvé dans la sphère ressources humaines. Donc en tant que directeur formation, développement et engagement des employés. Donc notamment dans ce dernier rôle, j'ai formé un grand nombre de managers et de leaders à tous les niveaux de responsabilité. Donc depuis maintenant bientôt 2 ans, j'ai opté pour le rôle de consultant. Et j'interviens dans des business schools, donc notamment HEC, l'IMTBS ou les AD en Espagne, et puis pour de grandes entreprises, Air France KLM, SPI Batignolles, le CEA, RTE. Voilà. Je suis aussi intervenu en Italie, à Florence, pour la Defense Leadership Academy, qui est un institut que nous avons créé avec les forces armées italiennes. Donc comme vous le voyez, j'ai toujours été baigné dans un milieu international. J'ai travaillé dans plusieurs pays étrangers, j'étais confronté à de nombreuses cultures. Non seulement les cultures liées au pays, mais aussi les cultures liées au secteur, puisque je vous l'ai dit, j'ai fait une partie de ma carrière dans le secteur technique, avec la culture des ingénieurs, et pendant 12 ans dans les ressources humaines, avec la culture des ressources humaines, qui est, ma foi, tout à fait différente. Voilà, ma vision, on va la voir, la vision du management, c'est essentiellement la personne, non pas providentielle et omnipotente, mais la personne qui sait
motiver ses équipes, qui sait créer le contexte pour motiver ses équipes. Merci Laurent. Peut-être je peux démarrer ce webcast en vous donnant un petit peu d'éclairage sur d'où ça vient tout ça. Bon, la première chose, c'est que vous l'aurez compris, Laurent et moi, nous rencontrons beaucoup de managers, nous rencontrons des DRH, et qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un manque, notamment dans les populations plutôt jeunes et plutôt à orientation technique. Lorsque je parle de technique, c'est pas forcément que des ingénieurs, ça peut être aussi des financiers, ça peut être des juristes. Et il y avait un manque sur le management. C'est un petit peu nouveau. Pourquoi? Tout simplement parce que le monde évolue à une telle vitesse que l'on peut rapidement perdre pied dans cet environnement en grande mutation. Alors, on a aussi constaté avec Laurent, le confirmera Laurent, que vous aviez d'un côté des formations en management qui sont un petit peu un agglomérat de toutes les grandes théories académiques de management. C'est très précieux, mais ça manque un petit peu de goût pratique. Et puis d'un autre côté, des formations qui sont beaucoup plus orientées sur le développement personnel, très focalisé sur la psychologie. Je ne dis pas que Laurent et moi ne faisons pas preuve de psychologie, on fait preuve de psychologie dans notre formation, mais ce n'est pas le seul paramètre qui nous guide. Donc voilà, c'est un petit peu ces éléments-là qui ont fait que nous avons décidé avec IMTBS de lancer ce programme. Alors, les caractéristiques du programme en quelques mots, tout d'abord, c'est un programme qui est tourné vers la pratique. C'est-à-dire que on va beaucoup travailler sur des cas, on va s'orienter vers la vraie vie. Comment ça se passe, la vraie vie, au-delà de la théorie, la vraie vie du manager en entreprise. Je ne sais pas pour Laurent, mais moi je vais vous faire une confession. J'ai fait dans ma carrière énormément d'erreurs de management. Et je me suis dit que peut-être un jour, ça pourrait aider certains, que je partage avec eux ces erreurs de management que j'ai commises, peut-être pour leur éviter de les commettre. Laurent, tu as fait, toi, des erreurs de management dans ta carrière? J'ose même pas en parler parce que ça prendrait aussi plus d'une heure, donc c'est pas la peine que je développe. Donc, comme l'a dit Nicolas, effectivement, le gros avantage de cette formation, c'est qu'on va faire des cas pratiques et des cas qui nous sont arrivés. On s'est retrouvé dans cette situation-là, il a fallu en sortir. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment important dans tout ce qu'a dit Nicolas, que je ne vais pas répéter parce que je souscris totalement à ce qu'il a dit. C'est bien, vous voyez que déjà les deux directeurs académiques sont à peu près en phase sur le contenu du programme. Un élément important que je souhaite préciser, c'est qu'on va fonctionner dans un espace sécurisé. Ça veut dire quoi un espace sécurisé? Ça veut dire un espace qui est absolument sans jugement, euh, contrairement au monde de l'entreprise. Au cours du programme, on va pouvoir être confronté, et les participants vont pouvoir être confrontés à des situations managériales, mais sans aucun risque, puisque on ne va pas juger, on va essayer de trouver des portes de sortie, des options et des axes de compréhension. Notre objectif, c'est de prendre conscience de sa posture managériale, de ce qu'elle implique vis-à-vis des autres, mais aussi vis-à-vis de soi, et puis de progresser. C'est l'idée du programme. Donc on est parti, comme l'a dit Larbi, on est parti sur 3 modules. Un premier module qui est centré sur soi, moi en tant que manager. Un deuxième module qui va être un peu à l'image de ce qu'écrit Vineet Nayar, qui est un chef d'entreprise indien, donc qui est centré sur mon équipe et moi. Vineet Nayar a écrit un ouvrage qui est très très intéressant qui s'appelle Employee First, Customer Second, donc les employés d'abord, ou les collaborateurs d'abord et les clients en second. C'est un ouvrage intéressant, très intéressant. Et puis le troisième module sera centré sur moi, mon équipe, et puis l'ensemble de l'environnement. Alors, pour le premier module, bon, bien sûr, on va avoir la constitution du groupe. On va constituer le groupe grâce à un jeu. Voilà, je vous en dis pas plus, mais c'est un jeu qui va être observé et qui va un petit peu caractériser la capacité des participants à communiquer, à collaborer, à faire preuve de confiance entre eux. Et puis, on va procéder, il y aurait eu auparavant un test de personnalité et on va décrypter ce test de personnalité parce qu'il nous paraît important
de se connaître. Et puis, étant donné la tranche d'âge que l'on cible, qui sont plutôt des managers jeunes, tout du moins par rapport à Laurent et surtout à moi, on va essayer de leur donner un éclairage. Et cet éclairage, il n'est pas uniquement centré sur eux, c'est un test de personnalité qui permet d'apprécier la sophistication ou la complexité des relations qui peuvent exister entre des gens qui ont des personnalités ou des profils différents. Et on va les aider à décrypter tout ça. Donc ça va nous occuper déjà une bonne partie du module. Et puis, c'est important même si on est jeune, c'est très important de se projeter dans sa carrière. Laurent, tu vas parler de ce sujet-là. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la carrière et l'employabilité? Tout à fait, oui. Merci Nicolas. La compétence, l'employabilité, c'est des termes qu'on entend souvent dans la bouche des managers, mais qui ne veulent rien dire ou qui ne débouchent souvent sur rien. Notamment, qu'est-ce que les compétences? Quel type de compétences? Souvent, quand on pose la question des managers, ils ont les compétences techniques, mais les autres compétences, ils ont du mal à s'exprimer. Ils ne savent pas comment développer leurs compétences et leur employabilité, pardon. Et ça, c'est quelque chose d'important. Quels sont les enjeux de l'employabilité pour les personnes, mais aussi pour l'entreprise, évidemment. Et puis, ils ignorent comment développer les compétences de leurs collaborateurs aussi. Donc, c'est tout ça qu'on va essayer de voir dans cette première journée pour qu'ils sachent bien, qu'ils se reconnaissent bien, qu'ils reconnaissent leurs compétences, qu'ils sachent quelles compétences ils peuvent appliquer, lesquelles utiliser, lesquelles développer, et surtout qu'ils mettent un mot, quelque chose derrière ce nom de compétences, et qu'ils aient conscience de l'importance de l'employabilité pour leur carrière et aussi pour l'entreprise. Merci Laurent. C'est d'autant plus vrai que des innovations de rupture ou de nouvelles technologies, et je pense en particulier en ce moment à l'intelligence artificielle, peuvent impliquer des changements assez profonds dans les compétences, dans la façon d'exercer son métier. Donc ça, c'est le module 1 centré sur les managers, toujours avec des cas, toujours avec des débriefings, des mises en situation, des mini-cas. Ça sera extrêmement rythmé. Hein. C'est pas du tout dans ce que les anglo-saxons appellent le top-down. On va favoriser énormément les échanges entre pairs à l'intérieur du groupe et en sous-groupe, et puis avec nous, et on partagera effectivement nos réflexions et l'expérience que nous avons acquise au cours de notre carrière. Le deuxième module est donc centré sur l'équipe et moi en tant que manager. Et là, on va commencer par travailler sur le mot fourre-tout que l'on trouve un petit peu partout sur LinkedIn, dans n'importe quel ouvrage de management, et qui s'appelle le sens. Et notamment, on essaiera de voir dans quelle mesure ce sens est un contresens. Et qu'en fait, il y a bien d'autres choses que simplement donner du sens, c'est-à-dire expliquer le pourquoi d'une mission. Il y a bien d'autres choses qui sont à activer, d'autres leviers, d'autres ressorts qui sont à activer pour obtenir motivation et engagement de la part de ses collaborateurs, qu'ils soient des collaborateurs hiérarchiquement rattachés ou bien des gens avec lesquels on travaille. D'ailleurs, je cite motivation et engagement. Laurent, c'est toi qui vas faire cette partie-là. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, tout à fait. En fait, motivation, c'est vraiment quelque chose qui est important aujourd'hui. On parle de burn-out, les gens qui s'ennuient au travail. J'ai vu un sondage qui paraissait hier encore, seulement 27% des employés sont intéressés par leur travail. Donc, c'est effectivement quelque chose qui est vraiment très intéressant et très important. Donc, ce qu'on va voir dans ce module, eh ben, c'est tous les types de motivation. Il y a évidemment la motivation intrinsèque, qui est celle qu'on cherche, mais il y a aussi des motivations extrinsèques. Il faut savoir qu'il y a des motivations externes, il y a des motivations introjectées, il y a des motivations identifiées, pardon, donc, etc. Donc c'est ça qu'on va regarder. On va regarder le rapport au travail aussi, l'engagement et puis les leviers de l'engagement. Tout ça dans un contexte où on a des évolutions du pouvoir et des salariés aujourd'hui. Donc voilà, c'est ça on va regarder, des applications concrètes évidemment, avec des réunions, délégations, responsabilisation, qu'est-ce que ça veut dire. Et puis un business case très motivant, qui est basé sur une expérience que j'ai eue, très difficile, une équipe complètement démotivée à une semaine de rendre quelque chose, démotivée, fatiguée, comment on remotive une équipe et comment on l'engage vers le succès.
Ça évoque un certain nombre de souvenirs, Laurent, tout ça. Je pense qu'il faut qu'on accélère juste un tout petit peu. Dans ce module, on parlera aussi d'un nouveau paramètre qui n'est pas temporaire et qui, à mon sens, est là pour durer. Et ce paramètre, c'est l'incertitude. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on évolue tous dans un monde qui est devenu extrêmement incertain. Et Laurent, c'est pas à toi que j'apprendrai la chose parce que l'incertitude, gérer cette incertitude au quotidien, c'est une de tes spécialités. Absolument. Donc, on parlera effectivement du. Bon, vous avez tous entendu parler du monde VUCA, mais c'est un peu éculé aujourd'hui. Il y a un psychologue, Bob Johansen, qui a fait un VUCA 2 récemment, et puis il y a un Français, Ben Cheminat, qui a fait un TUNA. Bon, tout ça, c'est autour des incertitudes et des risques. Donc, c'est ce qu'on va regarder un petit peu. On va regarder les caractéristiques des risques et les caractéristiques du manager de risque. Comment on gère une incertitude. Et on parlera d'incertitude et de stratégie, incertitude et management de projet, incertitude et prise de décision, etc. Et là aussi, il y aura un petit exercice sur l'organisation et sur l'incertitude. Merci. Manager une équipe, c'est aussi savoir mobiliser l'ensemble des intelligences que compose cette équipe. Et c'est donc faire travailler l'intelligence collective. Et là, on va apprendre aux participants à utiliser un outil qui s'appelle le CODEV, le co-développement, pour mobiliser l'intelligence collective. Alors bien sûr, on ne va pas faire des participants des experts du CODEV, ni des praticiens certifiés en CODEV, mais au moins on va leur donner un petit peu le goût et on va leur montrer, à travers plusieurs ateliers de CODEV que l'on va organiser, on va leur montrer la puissance de l'intelligence collective qui souvent se résume aux séances de brainstorm dont il ne sort pas grand-chose, le CODEV étant une façon de bien avancer. Donc on aura une journée consacrée au CODEV, ce qui me paraît être un des meilleurs moyens pour mobiliser les intelligences collectives, et ça sera complété par une conférence de Laurent sur le sujet. Et pour terminer ce module, nous parlerons de la prise de décision. Un manager doit prendre des décisions, il est confronté parfois à des dilemmes dans ses prises de décision. Il arrive que les managers aient le choix entre plusieurs mauvaises options. Eh bien, comment est-ce qu'on peut discerner au milieu de ces options quels sont les paramètres et quels sont les biais qui vont influencer notre capacité à décider? Et surtout, comment est-ce qu'on peut limiter l'impact de ces biais dans une décision que l'on est amené à prendre? Donc ça conclura le module 2 et ça sera déjà un bon module. Pour le module 3, alors là c'est mon module préféré parce que le module 3 traite de moi en tant que manager, traite de l'équipe, mais traite aussi de l'environnement. Et comme on le disait en introduction à ce webcast, l'environnement est en perpétuel changement. Et je vais vous faire une confidence, je déteste le changement. Mais néanmoins, le changement est là. Donc il faut que j'apprenne à travailler et à embarquer mes équipes dans ce processus de changement. Alors comment fait-on? Je passe la parole à Laurent, c'est un expert du changement. Eh ben, première chose déjà, c'est d'identifier un peu la peur du changement. Pourquoi on a peur? Quelles sont les raisons? Quels sont les échecs? Et comment se sont constitués ces échecs? Donc c'est de regarder déjà l'être humain face au changement, et puis ensuite de voir comment on insuffle ce changement. Quand on sait à peu près les réactions, comment on l'insuffle? Quel type d'outils on utilise? Comment on communique? Là aussi, il y aura un business case assez intéressant sur un changement radical à réaliser en petits groupes, mais qui reprendra un peu toutes les règles, je dirais, du management du changement. Changer, c'est aussi comprendre et adapter la stratégie d'une entreprise. Alors vous allez me dire, oui, mais des jeunes managers, la stratégie d'une entreprise, oui, mais il faut qu'ils comprennent la stratégie de l'entreprise. Et pour ça, on va leur donner les clés pour comprendre ce que sont les stratégies corporate et les stratégies business des organisations. Alors, là encore une fois, on ne fera pas de ces managers des experts en stratégie, mais on va plutôt les amener à s'interroger de façon à ce qu'ils comprennent lorsqu'il y a un bouleversement à l'intérieur de leur organisation, qu'ils comprennent ce que ça veut dire sur le plan de la stratégie et surtout qu'ils soient capables de répercuter ce changement et d'embarquer les équipes
dans des évolutions stratégiques. Euh, Dans l'environnement, eh bien, on peut être amené à interagir et à gérer des projets, à avoir des actions, des opérations qui sont menées avec des collaborateurs, avec des collègues, avec des peers, disent les anglo-saxons, qui sont d'une culture différente. Et c'est pas du tout la même chose d'avoir à traiter avec deux Français et puis d'avoir à traiter d'un côté avec quelqu'un qui vient d'Extrême-Orient et d'un autre côté avec quelqu'un qui vient d'Amérique du Sud. Et Laurent nous donnera, se basant sur son expérience internationale, et je compléterai un petit peu, nous donnera des perspectives sur le management interculturel et sur la façon dont on peut se projeter sereinement au sein d'une équipe qui revêt cette particularité de multiculturalisme. Nous continuerons par se poser la question de la prise de fonction. Ah oui, tout manager est amené à évoluer. Les statistiques disent que grosso modo, un manager change de poste à peu près tous les 3 ans. Eh bien, on amènera les participants à s'interroger sur les prises de fonction et on leur donnera les clés au travers d'un cas de prise de fonction. Je l'avoue, un petit peu difficile, parce que j'y ai réuni à peu près tout ce que j'ai trouvé dans ma carrière comme situation, on va dire, compliquée au moment d'une prise de fonction. Et donc, on les amènera à réfléchir sur leur prise de fonction et on leur donnera les clés de décryptage pour leur permettre d'accélérer la contribution qu'ils vont avoir dans le nouveau poste qu'ils vont rejoindre. Donc là, il y aura une partie d'échange et une partie sur un cas qui a été rédigé dans le cadre du programme. Lorsqu'on est un manager avec une expertise, une des difficultés, c'est d'être en mesure de communiquer son savoir. Et ça, Laurent, il l'a fait beaucoup. Donc Laurent, peut-être tu peux nous en dire un mot? Voilà, donc effectivement, c'est c'est une chose que j'ai constatée chez beaucoup de techniciens, qui soient ingénieurs, des spécialistes de finance, etc., c'est qu'ils savent pas s'adapter à leur auditoire. Donc je pense que parler un peu de vulgarisation, des clés de la vulgarisation, la clarté, la connexion avec les gens, etc., ça va les aider à présenter peut-être mieux, parce qu'ils auront beaucoup de choses à présenter dans leur carrière, parfois à des comités de direction. Et s'ils veulent être clairs, il faut qu'ils sachent se mettre au niveau de leur auditoire. Donc c'est un petit module qu'on va faire sur la vulgarisation et sur la présentation. Oui. Oui, c'est extrêmement utile parce qu'il y a beaucoup de présentations qui sont extrêmement brillantes mais incompréhensibles. Et finalement, le bon message n'est pas passé, hein, Laurent. Absolument, j'ai vu ça des centaines de fois. Et d'ailleurs, ce sera un module amusant parce que je leur ferai des exemples de montation et il y en a beaucoup. Pour conclure, deux aspects qui sont aussi importants. Tous ceux qu'on a mentionnés sont très importants, mais ceux-là sont aussi importants. Premier aspect sur la négociation. On négocie tout le temps dans le monde de l'entreprise, hein. On négocie avec des clients, on négocie avec des fournisseurs, on négocie avec ses pairs, on négocie avec ses équipes, on négocie avec son patron. Donc, comment aborder une négociation, comment s'y préparer, comment prendre en compte le point de vue de l'autre aussi. Il y a un terme que j'aime beaucoup dans les négociations qui est la symétrie des attentions. Que l'on soit dans la position de celui qui est plutôt demandeur ou que l'on soit dans la position de celui qui est plutôt receveur de la négociation. Elle est extrêmement importante. Et puis nous conclurons par un aspect qui m'est cher et qui est une posture de manager qui, à mon sens, est une des clés de succès, et c'est le manager coach. C'est-à-dire comment un manager peut-il, en adoptant cette position-là, peut-il devenir le coach de ses équipes et par là même en garantir le succès, en les mettant en avant et en travaillant avec elles à leur développement. Donc ça conclura les 3 modules. Pour l'obtention de la certification, et dès le premier module, nous communiquerons un cas
qui fera l'objet effectivement de la notation et d'une soutenance rapide, mais ce sera une soutenance quand même. Et ce cas, nous sommes en train de le choisir. Il y a voilà, on a deux qui font la course en tête. Ce sont dans les deux cas des cas, justement, relativement sophistiqués, qui nécessiteront un vrai engagement en termes de travail. Alors, c'est pas une thèse doctorale hein, qu'on va demander, mais néanmoins, on va venir un petit peu questionner et interroger les pratiques managériales. Là encore, l'important n'est pas forcément d'adopter la bonne réponse, parce que le management est une science qui traite des relations entre les hommes, et donc il n'y a pas de bonnes réponses. Il y a des réponses qui sont meilleures que les autres en fonction des circonstances dans lesquelles on se trouve. Et donc on prendra ces éléments-là en compte, mais tout au long du programme, nous ménagerons des petites capsules pour avoir des échanges avec les participants, voire en dehors du programme, avec les participants pour pouvoir les aider dans le travail qui leur est demandé pour l'obtention de la certification et du coup de tampon de France Compétences. Voilà, j'en ai terminé avec cette présentation. Je voulais remercier Laurent. On n'a pas terminé parce qu'il nous reste encore à peu près un petit peu plus d'une dizaine de minutes, mais nous serons ravis d'avoir vos questions sur l'exposé que nous venons de vous faire. Merci Nicolas, merci Laurent. Peut-être avant de prendre les questions, on va peut-être juste repréciser un peu le calendrier de la formation, si Ouais. la slide peut s'afficher avec le calendrier. Donc les inscriptions sont en cours et vous avez jusqu'au 31 octobre donc, pour candidater. Et s'en suivront les 3 modules donc, qui ont été présentés. Je remercie encore Nicolas et Laurent pour la clarté de leur présentation. Donc la formation se déroulera à Paris. Pour ce faire, vous pouvez candidater, envoyer votre CBS Executive Education. Et donc, je sais qu'il y en a qui sont d'ores et déjà en contact avec elle. On vous invite pour les autres à vous rapprocher d'elle. Merci encore à Nicolas Laurent pour la clarté de la présentation. On va commencer donc à prendre les questions. Allez-y. Hein. N'hésitez pas. Ah non, soyez pas timide. Quel est le nombre maximum de participants par session? C'est vrai qu'on n'est pas revenu sur le nombre de participants. Je le disais en introduction, IMTBS est une école à taille humaine et on a pensé nos sessions de formation aussi pour des groupes d'une dizaine. Donc, on va aller jusqu'à 12 participants. Au-delà, je pense qu'on ouvrira des sessions pour qu'il y ait encore une fois du pragmatisme et un accompagnement de toutes les personnes qui viendront se former à IMTBS. Ouais, l'idée, c'est pas de faire c'est vraiment d'avoir des échanges approfondis avec les participants. Donc d'avoir cette capacité à répondre à leurs questions réellement en direct. En résumé, les sessions seront très interactives. C'est l'objectif que nous avons poursuivi. Qu'est-ce qu'un bon manager? Alors là, Venir il y à a la du formation décalage pour savoir. horaire. Voilà. Alors, Laurent, je te laisse répondre. C'est une super question. Et en fait, c'est pas à nous qu'il faut la poser, la question. C'est aux équipes du manager. Vous savez, il y a un sondage qui a été fait par McKinsey il n'y a pas longtemps, où on a interrogé des managers, on leur a dit, est-ce que vous vous jugez inspirant? Et à peu près 79%, on va dire 80%, des managers disaient, oui, pour mes équipes, je pense que je suis inspirant. Et ils ont posé la question aux équipes, c'est là où le McKinsey a été malin. Ils ont posé la question aux équipes. Et les équipes, dans 80% des cas, disaient que leur manager n'était pas inspirant. Donc en fait, notre objectif à nous, c'est d'essayer de faire changer ce curseur. C'est-à-dire de faire en sorte que peut-être les managers se jugent un peu moins inspirants et aient un regard un petit peu plus humble sur leurs propres pratiques, mais surtout que leurs équipes
juge in fine qu'après la formation, le manager aura progressé et qu'il sera de nature à les inspirer un petit peu plus. Je rajouterais quelque chose, Nicolas, c'est qu'on le verra dans l'interculturel. Évidemment, le culturel, c'est selon les pays, mais c'est aussi parfois pas selon les régions, selon le type d'entreprise, les corporates, etc. Et on verra que selon ces cultures, eh ben, le bon manager, c'est pas forcément la même chose. Oui. Moi, j'irais plus loin, Laurent, Nicolas, parce que je pense que dans la culture, il y a aussi la culture du passé, entre guillemets, académique. Hein. Parfois, on le mentionnait, on a quand même la culture de l'ingénieur, la culture du manager ou du consultant n'est pas la même. Et donc, quand ils prennent leur poste de manager, on sent quand même la coloration culturelle de leur formation initiale parfois. Mhm. Donc, il y a tous ces aspects-là. C'est une question très inspirante qui méritera largement le débat, j'espère, lors des soutenances. Oui. D'autres questions? La formation sera en ligne ou présentielle? Alors, c'est une formation qui se vend en présentiel, c'est un lancement. Alors, j'ai compris du bonsoir qu'il y avait peut-être des personnes qui nous suivaient de l'étranger. On pourra toujours se questionner sur la modalité et sur le passage en ligne. Aujourd'hui, c'est sûr qu'on privilégiera une formation présentielle. On n'exclura pas de passer dans un format tout en ligne dans quelques temps, mais pas forcément dans le cas de la première session. Mais Larbi, tu nous confirmes bien que la formation aura lieu Évry est une À destination Paris, dont on rêve tous, mais la formation aura lieu à Paris. tout à fait. On sera à Paris. D'accord. Ok. J'ai été en pointillé à certains moments, désolé, mais il ne me semble pas avoir entendu parler du thème de l'agile, des tribus et des collaborateurs partagés. Alors la question est passée trop vite, la précédente. Donc en effet, certains thèmes comme l'agile, les tribus et autres, ça va être bon, je laisse Nicolas et Laurent en parler, mais en effet, le management par l'agilité ou le mindset agile. L'agilité, c'est la capacité. Alors, il y a deux choses. Il y a la méthode agile de gestion de projet, etc. A priori, on n'a pas prévu réellement d'aborder ce thème-là. En revanche, la posture du manager et son agilité à adopter plusieurs types de postures dans sa pratique managériale, ça, c'est le cœur de la formation. On n'a pas utilisé ce terme-là pour pas induire de confusion avec la méthode agile, mais clairement, l'agilité fait partie des paramètres qui vont régir une bonne pratique managériale aujourd'hui. Je pense qu'on n'a pas utilisé le mot agilité parce qu'il est un peu trop utilisé aujourd'hui, mais je peux vous garantir que quand on parlera de la gestion d'incertitude, on parlera de l'agilité. Oui. Il y Et avait toutes les d'autres points, notions Larbi, finalement. Ouais. qui étaient mentionnés Alors j'avais noté que les j'ai pas tribus, compris. Oui. voilà, il y avait les tribus, il y avait d'autres points, mais la question est passée trop vite, désolé. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On y reviendra. Hi there, what does the day-to-day life of project manager look like? Thanks. Alors l'idée du management de projet, elle sera abordée. Alors on est plutôt sur un management transversal et il n'y a pas toute la dimension et les postures qu'on adopte quand on est en position managériale d'un point de vue hiérarchique. Donc ça sera des choses qui seront abordées, mais il y a quand même des choses, que ce soit transversal ou hiérarchique, qui restent les mêmes. Et quand on doit motiver, par exemple, puisque ça a été un des points qui a été abordé, c'est d'autant plus important d'être en capacité de mobiliser des gens qui ne sont pas rattachés hiérarchiquement pour contribuer à un projet dont on est le chef. Donc, bien sûr que vous Je aurez toutes ces dimensions. je perçois peut-être de façon subliminale une autre question derrière celle qui vient d'être posée, qui est, dans un premier temps, la formation, même si Laurent et moi avons la capacité d'intervenir en anglais, dans un premier temps, la formation est prévue pour être délivrée en français. Après, c'est un peu comme pour, j'ai envie de dire, le nombre d'apprenants par session. Si on avait une session anglophone, il n'y aurait pas de souci Pas de problème. pour la faire complètement en anglais. Mais pour maximiser et permettre les échanges les plus sincères, les plus honnêtes, les plus directs, avec une population francophone, on privilégiera le français. Si maintenant on a des anglophones et qu'on avait la taille suffisante pour créer une cohorte, on le fera. Oui, Abordez-vous le thème absolument. manager son manager. Tout à Oh fait. oui,
Et dès la deuxième journée, manager son manager, test de personnalité, comment interagir avec un manager qui a tel profil. On se pose vraiment cette question-là. Il y avait une question qui est passée très vite, donc si on peut nous la remettre. Bonjour, faut-il obligatoirement être en poste pour suivre la formation? Alors, idéalement, oui. Après, ce qu'on appelle être en poste, c'est avoir une expérience professionnelle. On peut être en transition, on peut être entre deux jobs, voilà, j'ai eu le cas sur une formation diplômante la semaine dernière d'une personne qui prenait un plan social, donc elle sera pas en poste et elle va suivre une formation. Donc, bien sûr, tous ces publics-là sont ouverts et on les accueillera bien volontiers. J'ai revu la question qui parlait des tribus, donc ça, il Les tribus, oui. mériterait d'être clarifié, mais j'imagine que on pourrait assimiler ça à des silos ou des fonctionnements de type non communicant. Donc ça, on l'aborde dès le début, parce que c'est un des éléments qui sclérose la pratique managériale en fait dans les entreprises. Le deuxième aspect avait trait à des environnements multiples. Et on va beaucoup parler, Laurent l'a mentionné, il va parler de complexité, il va parler d'incertitude, et tout ça est adressé à ce moment-là. En fait, c'est adressé dans plusieurs modules. On parle d'incertitude, on parle aussi d'intelligence collective. On va voir effectivement que, je suis d'accord avec Nicolas, notre expérience nous a montré que dans l'entreprise, les silos, c'est ce qui détruit 80% du travail. Donc, il faut absolument casser ces silos et savoir travailler ensemble. L'intelligence collective parlera de ça, mais aussi sur la motivation et l'engagement. Donc, plusieurs modules vont parler de ça. Bonjour, merci beaucoup pour vos témoignages. En dehors du CPF et de l'entreprise, d'autres leviers sont-ils envisageables pour financer la formation? Voilà, c'est sûr que les deux leviers CPF et entreprise sont les leviers principaux. Pour autant, il peut y avoir parfois des aides au niveau de la région, de Pôle emploi, qui peut accompagner certains collaborateurs, certaines personnes dans le cadre de leur formation, qui plus est quand elles sont certifiantes. Donc, ça sera au cas par cas. Je vous invite à vous rapprocher d'Elisabeth et de l'équipe commerciale qui pourra vous renseigner. Opérez-vous un tarif de groupe si plusieurs collaborateurs sont informés? Alors, tout dépend. En fait, oui, si c'est dans l'inter, bien sûr que dans l'offre commerciale, on le prend en compte. Pour autant, si jamais il y avait la possibilité de faire un intra, c'est plus avantageux à la fois sur les aspects financiers, mais aussi sur les échanges, puisqu'on a quand même moins de confidentialité, il y a plus de discussion et de liberté dans un intra. Donc, il y a une adaptation du tarif pour une cohorte et un programme qui se ferait en intra ou en sur-mesure. Prendre une dernière question. Ma question était plutôt comment manager des ressources partagées. Ça, c'est D'accord. c'est le lien avec les ressources qui nous sont rattachées, j'ai envie de dire, fonctionnellement, finalement. Et qui sont rattachés à plusieurs, qui sont, entre guillemets, utilisés par plusieurs managers. Je vois bien ce qu'il y a derrière, c'est l'organisation matricielle, l'organisation projet et expertise. Oui. C'est un sujet qu'on peut aborder. C'est pas le sujet principal de la formation, mais éventuellement on peut en parler parce que moi j'ai travaillé pendant des années dans ce matriciel. Je connais tous les problèmes que ça pose et ce que ça apporte aussi. Parce qu'il n'y a pas que des défauts. Oui, et puis il y a beaucoup d'entreprises qui disposent de centres d'expertise, les Centers of Excellence, qui sont des pools de ressources qui peuvent être utilisables par plusieurs organisations et qui, à un moment donné, doivent arbitrer en fonction des projets, en fonction de considérations budgétaires, parfois aussi en fonction du degré de sympathie ou du degré d'appétence que ces organisations partagées ont à travailler avec tel ou tel département. Donc, ça fait partie des choses dont on peut discuter pendant la formation. Ça va être abordé aussi sous l'angle manager les parties prenantes. Donc, ça va être aussi, je pense, dans le même registre que manager son manager, il y a le management des parties prenantes et en effet,
Ben écoutez, il me reste en effet plus qu'à vous remercier pour votre participation, pour vos questions. Pour celles et ceux qui sont intéressés pour la formation, n'hésitez pas d'ailleurs à le remonter là sur le chat. Laissez-nous vos noms, prénoms, coordonnées pour celles et ceux qui souhaiteraient participer à la prochaine session. Et on espère vous donner donc rendez-vous courant novembre pour ce programme. Merci Nicolas, merci Laurent et merci à toutes les équipes derrière pour avoir organisé ce webcast. Au revoir. Merci à Au revoir. tous.